révolution industrielle est partie, elle est lancée, elle évolue, elle s'accélère, tous les pays veulent en arriver au même niveau de production et de consommation, parce qu'on ne produira pas pour ne pas consommer. Consommation et production vont de pair. Et le développement dans le style capitalistique, dans le style du capitalisme libéral, dans le style de la production, pour produire parfois, parce qu'on produit parfois pour produire, sans savoir exactement ce qu'on va faire, et après on imagine ce qu'on va en faire ensuite. Et tous les pays étant lancés dans ce système-là, aujourd'hui, on constate qu'à ce rythme-là, la Terre deviendra invivable. Et depuis plusieurs années, on en est maintenant à la COP27, les pays se réunissent pour réfléchir aux problèmes que la révolution industrielle est en train de causer pour l'ensemble de l'humanité. Voilà le fond du débat. Et à Paris, COP21, je crois qu'il y a eu un grand pas où on a dit oui, désormais on va prendre des engagements pour faire ci, pour faire ça. Après, on est arrivé à Marrakech, on a dit oui, maintenant c'est l'action. Après les décisions, les engagements, maintenant on va passer à l'action. Malheureusement, on n'a rien vu venir. Le vrai drame, c'est ça. On n'a rien vu venir. On a promis 100 milliards de dollars chaque année pour aider les pays qui souffrent des conséquences de cette révolution industrielle, mais on n'a rien vu. Est-ce qu'un pays qui n'est pas industrialisé doit subir les conséquences de l'industrialisation des autres pays? C'est ça la question. C'est une question de justice. Aujourd'hui, le mot justice climatique, le concept de justice climatique est bien lancé. Ce concept dérive directement du rapport de Brundtland, du rapport du Club de Rome, qui parle de durabilité et d'équité, développement durable. On va se développer, mais si on se développe pour tout juste une décennie ou 2 décennies, mais les générations qui viendront après vont faire quoi? D'où la question de l'équité intergénérationnelle. Une génération va se développer, va produire et consommer abondamment, et les générations suivantes ne pourront même plus se développer si le pays n'est déjà pas effacé, ou n'auront même plus rien à consommer. Moi, j'ai toujours dit ceci. On ne va pas régler les problèmes de changement climatique dans une COP. La COP pour le changement climatique, c'est un rendez-vous diplomatique et politique. Il faut prendre des actions concrètes au niveau national, au niveau local. Et ces actions-là existent. C'est l'ensemble de ces actions, que tu sois d'un pays riche, émetteur de CO2, ou bien d'un pays pauvre, non émetteur de CO2, c'est l'ensemble de ces actions positives vis-à-vis du climat, de la nature, qui fera que nous allons vraiment nous sauver des dangers des changements climatiques. Regardez, nous ne pouvons pas tout le temps accuser les États riches comme étant destructeurs de la planète et grands émetteurs. Qui signe les contrats lorsqu'on va utiliser, par exemple, les énergies fossiles dans un pays? C'est les États pauvres détenteurs de ces richesses-là qui signent les contrats avec les pays riches. C'est ça. Aujourd'hui, regardez la guerre qui existe entre l'Ukraine et la Russie. Les pays africains disent qu'ils n'ont pas d'engrais chimiques, alors que ces engrais chimiques sont fabriqués avec du pétrole. Et ils demandent à la Russie de leur fournir de l'engrais chimique. Ça veut dire qu'ils demandent à la Russie d'aller utiliser du pétrole, énergie fossile, pour leur produire chaque fois des engrais chimiques. Ça veut dire que nous contribuons également au réchauffement climatique. La Chine n'est pas venue actuellement en Égypte. Pourquoi? La plupart des entreprises
que ce soit des pays riches ou de certains pays africains, ces entreprises sont délocalisées en Chine pour fabriquer tout ce qui utilise massivement l'énergie fossile. C'est ça. C'est pourquoi la Chine dit ce que vous dites que je suis victime de ceci, je suis émetteur de beaucoup de gaz, de CO2. Je ne suis pas le seul. Vous aussi, vous y êtes parce que vos entreprises sont sur mon territoire. Et on comptabilise tous ces gaz à effet de serre, tous ces CO2-là. Pour moi, par conséquent, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment peut-on aujourd'hui, en pleine crise climatique, construire à Qatar des stades qui sont consommateurs de beaucoup d'énergie fossile? Et je me demande quel bien ce football appartient à la planète. Non, c'est pour des loisirs et que ces quelques multinationales réalisent des bénéfices sur le dos de la planète. Mais on ne dénonce pas ça. Personne n'a dénoncé ça. Les bombes continuent de retentir en Ukraine et personne ne parle de ça. Et ça, c'est beaucoup de gaz à effet de serre, c'est beaucoup de dégâts causés à l'environnement et au climat. C'est des choses comme ça que nos pays, les pays qui sont non émetteurs et qui subissent vraiment les affres de ces émissions, doivent dénoncer. Mais je suis désolé qu'ils ne vont là-bas que pour demander de l'argent. Ce n'est pas possible. On ne demande que de l'argent. L'argent ne suffira jamais à réparer les dégâts causés par les mauvais comportements des humains sur la planète. Ce n'est pas possible. Moi, c'est mon point de vue, ça. Par contre, pour dire en Afrique, nous allons réaliser notre grand projet de Grande Muraille. Ça, si on demande l'argent pour ça, là, je suis d'accord. Au Bénin, on dit, nous ne pouvons plus continuer à produire du coton de manière intensive, en déforestant, en utilisant les pesticides, les engrais chimiques. On va réduire et progressivement nous allons trouver d'autres manières pour produire notre coton. Je suis d'accord. Nous avons vu dans certains pays que ce qui est privilégié, par exemple, c'est le transport en commun pour réduire les effets toujours les effets de ces émissions-là. Mais aujourd'hui, vous avez un ministre, un député, un homme d'affaires qui a 10 véhicules à sa possession dans sa maison. Et ces véhicules n'utilisent que du gasoil et de l'essence. Où allons-nous?